Merci de votre fidélité. À la une ce soir, à Matadi, de resellers ont 15 jours pour restituer les biens achetés auprès des Kuluna, aujourd'hui transférés à Kanyama-Kasese. Ils étaient arrêtés dans la ville de Matadi. Le maire de la ville portuaire a sensibilisé la population sur cette mesure légale. Tshilé-Gelou fait sensation à Kinshasa, la capitale. Les ordures ont été remplacées à terre jaune par de l'asphalte. Une route construite par Krekset Ansele. Nous ferons la visite dans cette édition d'information avec Robert Ndaichi-Sensei. Et puis des députés nationaux qui sèchent les plénières vont quitter l'Assemblée nationale. Ils sont visés par une motion incidentielle soulevée aujourd'hui en plénière. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Et merci de votre aimable attention. Pour commencer d'abord, cette ordonnance du 15 avril 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie. Je vous fais l'économie de texte vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du gouvernement, le président de la République ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie, monsieur Serge Didier Bapaga Tepopileka. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 15 avril 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 15 avril 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembo, directeur de cabinet. Sur la route Terre Jaune, l'espoir renaît, devenue une décharge publique. Cette avenue a été construite dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. L'avenue a retrouvé de la valeur, une réalisation de Krekset. On fait la visite dans ce reportage de Robert Ndaichi-Sensei. Le cri de détresse de ce petit garçon a été entendu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surnommé par le Zin bâtisseur et par les autres Fachi Béton. Pour ce garçon, il fallait, à la place de la nourriture, donner à Terre Jaune une route bien asphaltée et répondant aux normes internationales. Avant-hier, une utopie, hier dans les oubliettes, la route Terre Jaune, autrefois siège des ordures et des eaux sales, a revêtu, grâce à l'expertise de l'entreprise chinoise Krekset, sa plus belle robe. Toutes les étapes allant de la construction des caniveaux et l'aménagement des trottoirs ont été respectées. Aujourd'hui, c'est une route solide et bien asphaltée. Le directeur général adjoint de Krekset, Stéphane Mundadi, qui a effectué ce dimanche de Pâques une visite d'inspection, a été chargé par la population de dire merci au président de la République pour cet ouvrage de qualité qui fera date et restera gravé dans la mémoire de toute la population de l'Ancélé. Là, nous sommes sur Terre Jaune. La population m'a chargé de remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cette route, c'est sa route. Il le remerciait parce qu'il a fallu attendre jusqu'au gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que Terre Jaune puisse être une route asphaltée. Longue de 3 km, bien asphaltée, avec de caniveaux de part et d'autre, la route Terre Jaune répond aux standards internationaux. La population s'en réjouit. En lançant les travaux de modernisation et réhabilitation des routes périphériques dans la capitale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait une vision claire, celle de désenclaver la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Terre Jaune fait rêver dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Des députés nationaux absentéistes menacés d'expulsion. Une motion incidentielle le vise. Les absences injustifiées sont passibles de sanctions. Toujours à l'Assemblée nationale, il y a eu vote pour la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri.
Edith Chala, Sylvie Moembo, Guy Kitoko. Voté en séance subséquente, le texte de la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu est renvoyé au Sénat en seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a présenté l'économie générale du dit texte, a convaincu 314 députés qui sont prononcés pour le texte, 2 ont voté contre et un seul s'est abstenu. En toute conscience, le gouvernement de la République reconnaît que l'insécurité dans les 2 provinces persiste, mais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tient mordicus à la reprise de la paix avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui montent en puissance. Votre bureau estime que compte tenu de la complexité de la situation sécuritaire préoccupante dans nos 2 provinces, et en tant que représentation nationale, nous devons mettre sur la balance tous les paramètres d'appréciation avant d'en décider. Par motion incidentielle, l'honorable Odiane est revenu sur les exigences d'un agent public de l'État comme les députés nationaux qui doit participer à tous les travaux de l'Assemblée nationale, faisant la lecture combinée des articles 121, 69 et 95 du règlement intérieur et 110 de la Constitution de la République. Le motionnaire évoque les sanctions des absences injustifiées aux plénières. Les absentéistes seront tout simplement renvoyés de l'Assemblée nationale. Alto tribalisme, la MONUSCO est sensible à cette question. Bintou Keïta, numéro 1 de la mission onusienne au Congo, a eu des échanges avec le président du Sénat. Autre matière, la situation sécuritaire, la réforme de la loi électorale. Sandra Nyangita Bogelo Kimpianga Denis Kungi. Situation sécuritaire, la réforme de la loi électorale et la lutte contre le tribalisme ont été au centre de la séance de travail que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a eu ce lundi en son cabinet de travail avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. La représentante du secrétaire général des Nations Unies a à cette occasion plaidé pour la prise en compte de la représentation de la femme lors du traitement de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement. À ce sujet, justement, la responsable de la mission onusienne en RDC a félicité le président du Sénat pour la promotion de la femme au sein de son regroupement politique qui a proposé la femme à plusieurs postes de responsabilité. Bintou Keïta a en outre plaidé auprès de Modeste Bahati pour le traitement de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pendant la session parlementaire en cours. Loi qui est d'ailleurs déjà inscrite au calendrier de la dite session. Le sujet de l'heure que nous avons évoqué, la question sécuritaire, avec la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans le Petit Nord, mais aussi la mise en œuvre de l'état de siège. Et nous avons abordé bien évidemment la question du M23 et le suivi de la réunion au sommet du 24 février dernier, où le président avait rencontré le secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix. En termes de continuité, nous avons aussi abordé la question de la réforme de la loi électorale, où est-ce qu'on en est, et notamment aussi, puisque c'est une pièce maîtresse au fait que les élections doivent se dérouler à temps et dans de bonnes conditions. Au chapitre sécuritaire, Modeste Bahati a soutenu l'idée du renforcement des effectifs de la police nationale en province et le ramassage des armes pour lutter efficacement contre l'insécurité. L'Angola exprime sa solidarité à la RDC en proie à l'insécurité dans l'Est. João Lourenço, président en exercice de la CIRGEL, l'a dit à Christophe Lutondula. Le président angolais et le vice-premier ministre des Affaires étrangères ont également évoqué à Luanda des questions liées à la résurgence du M23. Récit Doris Mozotambwe, Henri Amori.
Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, était porteur d'un message du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue et frère, le président de l'Angola, Joao Lourenço. Il a fait un aperçu général de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et la résurgence du mouvement M23. En sa qualité du président en exercice de la CIRGL et en tant que président du pays frère et proche de la RDC, le président angolais Joao Lourenço a manifesté un intérêt réel et un engagement de solidarité à la cause de la République démocratique du Congo confronté à ce réel problème d'insécurité à la partie orientale du pays. Le président angolais reste attentif et n'hésitera pas à prendre toute initiative nécessaire pour éradiquer l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. À noter dans la suite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Puisqu'on parle de sécurité, les jeunes de l'Ituri appellent leurs frères à quitter les groupes armés. Ils expriment un soutien total aux forces armées. Nombreux parmi eux sont déjà très impliqués dans des projets de développement. Junior Selimani. Menés par le gouverneur militaire de l'Ituri sur les plans sécuritaires et de développement, ne cessent de bénéficier du soutien et d'encouragement de toutes les couches de la population. Les différentes structures de jeunes réunies au sein de l'Union de jeunes congolais pour le changement ne sont pas en reste au cours d'un échange avec le commandant des opérations militaires en Ituri le vendredi 15 avril. Ces jeunes lui ont apporté leur appui et promettent de s'impliquer dans la recherche de la paix. Nous, les jeunes, dans le cadre des projets que nous exécutons dans la ville de Bunia, les jeunes avaient émis le vœu de voir que nous puissions descendre sur terrain pour que nous puissions échanger avec les jeunes qui sont à risque dans des territoires où les atrocités sont en train de battre record. Dans la foulée, ces jeunes appellent leurs congénères encore actifs dans les groupes armés à rejoindre le processus de paix en déposant les armes. Nous voulons que les jeunes soient unis. Ça ne sert à rien de se combattre mutuellement pour des miettes ou pour des petits postes. Nous voulons l'unité de la jeunesse iturienne. Quand nous sommes réunis à un seul homme, nous pouvons combattre l'ennemi. Et les jeunes qui sont dans des brousses, nous leur demandons d'entamer et de venir continuer avec le processus de paix que le gouvernement central et qu'avec les communautés locales et les gouverneurs ont déjà entamé pour que nous puissions retrouver la paix. Donc, ça ne sert à rien de continuer à penser du temps dans la brousse parce que nous perdons notre temps. L'important maintenant, c'est que nous puissions voir un Ituri meilleur, un Ituri qui prospère, qui part vers le développement. Il faut le dire, près d'une année après l'instauration de l'état de siège en Ituri, de nombreuses réalisations sur les plans sécuritaires et de développement sont à mettre à l'actif de l'administration militaire sous le leadership du lieutenant général Luboyanka Choma Djouni. Ces efforts ont permis de rétablir la paix dans plusieurs coins de la province et améliorer les conditions socio-économiques de la population de l'Ituri. Des biens volés doivent être restitués à la police à Matadi d'ici 15 jours. Passé ce délai, les receleurs seront arrêtés. Beaucoup de Kuluna transférés à Kanyamaka CC, qui étaient arrêtés à Matadi, avaient dérobé des biens et les ont vendus à des particuliers. L'appel est du maire de la ville portuaire, Pierre-Mbou Saïdi. Les derniers transfèrements de jeunes Congolais, spécialisés dans le banditisme urbain et la délinquance juvénile, vers le site de Kanyamaka CC dans les Olomami, contingent comprenant également une centaine de jeunes venus de la province du Congo central après la traque organisée par la mairie de la ville de Matadi et les différents services de sécurité provinciale dans les quartiers périphériques de cette cité portuaire. Une situation qui a vu le maire de cette cité socialiser positivement ses concitoyens afin d'éviter le statut judiciaire de receleurs de biens à travers ces moratoires. Vous lancez les communiqués. Ils ont volé à Soyo. Ils ont vendu en Tsélé. Tout celui qui reconnaît avoir acheté de biens auprès de ces Kuluna, nous vous donnons un moratoire pour venir restituer les 10 biens dans tous les commissariats de la police nationale congolaise de Matadi, au risque d'être des receleurs. La police. Donc, ici est de noter qu'avec ces moratoires de 15 jours,
la mairie de Matadi et la province du Congo central concrétisent l'une des articulations de l'état de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'apport technologique pour se vendre, le pays veut s'appuyer sur cette innovation pour retracer les produits. Des experts se réunissent à Kinshasa pour mettre au point une stratégie. Travaux ouverts par Désiré Cachemire et Bérande, ministre du numérique, Chimène Dondo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend élaborer sa stratégie pour retracer ces produits et les commercialiser par la technologie code barré. Et pourquoi le pays se lance aujourd'hui dans cette technologie? C'est le sens de ces assises où pendant 3 jours, à compter d'aujourd'hui, les experts destinés et désignés par les différentes institutions intervenant dans ce processus vont travailler sur la stratégie gouvernementale à mettre en place pour permettre à notre pays de placer tous ces produits au sein de n'importe quel marché d'échange. L'objectif poursuivi dans cette démarche est de pouvoir assurer par la technologie code barré la traçabilité et l'authentification numérique de produits. Cet objectif est également valable pour le document administratif officiel émis par les différentes entités publiques afin de renforcer le suivi, la lutte contre la fraude, le contrôle efficace et efficient de l'État pour la maximisation de recettes. L'objectif poursuivi dans cette démarche est de pouvoir assurer par la technologie code barré la traçabilité et l'authentification numérique de produits. Cet objectif est également valable pour les documents administratifs officiels émis par les différentes entités publiques afin de renforcer le suivi, la lutte contre la fraude, le contrôle efficace et efficient de l'État pour la maximisation de recettes. Jean-Lucien Boussa à Bukavu, l'objectif de la mission du ministre de Commerce est d'évaluer la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes et de leurs biens, des accords signés entre la RDC et le Rwanda. Edi Chala pour les explications. D'une forte délégation, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongboa, a mis en exergue les bénéfices que le Nord et le Sud Kivu vont tirer de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Eastern African Community, la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour ce ministre national, cette adhésion est d'un apport considérable car elle touchera l'économie, le social, la réduction de la pauvreté, les préférences au niveau tarifaire seront observées, les opérateurs économiques des pays voisins comme ceux du Nord et du Sud Kivu en particulier vont avoir des facilités de commerce avec les restes des pays membres de l'EAC. Jean-Lucien Boussa a été ravi d'apprendre que les travaux de construction des bâtiments administratifs à la frontière aux Zizi 1 évoluent bien et a confirmé l'inauguration de ces bâtiments modernes pour bientôt. Une bonne connexion avec les pays voisins sera mise en place et cela fait partie du combat du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le commerce étant l'un des piliers de la croissance économique d'un pays, les infrastructures modernes doivent être construites au niveau des frontières afin de répondre valablement aux standards internationaux. L'un des objectifs du ministre du Commerce extérieur dans sa mission dans le Sud Kivu était d'évaluer le niveau de la mise en œuvre des accords que la République démocratique du Congo a signés avec les pays voisins, notamment le Rwanda, dans le cadre de la facilitation du commerce, de la lutte contre la fraude et la contrebande à l'import et export, mais aussi encourager les petits commerçants à se mouvoir sans tracasserie aux frontières. Lufu aux normes OMC, ce poste frontalier dispose désormais d'une plateforme logistique avec de bâtiments, un port sec et hangar de scannage, projet sorti de terre sous financement de la DGDA. Riki Nzuziloya Mayawel nous fait la description dans ce reportage. Le Congo central par Lufu bénéficie désormais des meilleures infrastructures pour les services habilités à ce poste frontière avec l'Angola. Une plateforme inaugurée depuis le 9 avril 2022 au nom du chef de l'État par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qu'entourait le gouverneur par intérim de cette province et la directrice générale de la DGDA qui a financé les travaux, la très dynamique Kawanda Walom Jeanne Blandine. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet ouvrage, résultat des efforts consentis pour la modernisation du bureau de Lufu, contribuera à l'amélioration des conditions de travail des douaniers,
à la lutte contre la fraude douanière et accisienne sous toutes ses formes, avec pour conséquence l'accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor. Nos installations douanières étant mises à niveau, désormais, il ne sera plus question du déséquilibre longtemps déploré dans les relations de coopération entre la douane sœur de l'Angola et la DGDA. Cette plateforme réalisée par la firme sud-africaine AUFS avec un bâtiment intégré et des halls et autres guichets, des bureaux équipés, des entrepôts pour l'import-export, un pont sec en béton, 150 caméras de surveillance reliées à la salle de monitoring surplombée par un drone de surveillance, le tout alimenté en cas de besoin par un générateur de 700 kVA avec un système solaire de secours. Santé, Ebola sous surveillance à l'Équateur pour prévenir la résurgence. Un projet de réponse multisectorielle post-Ebola a été lancé sur place. Action menée par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani. Séverine Pascal Katanda. Des équipements et matériels médicaux, des centaines de motos remis symboliquement au gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, pour lancer officiellement le projet de réponse multisectorielle en post-Ebola dans la province de l'Équateur qui a connu des épisodes épidémiologiques macabres. Je salue l'avènement de ce projet qui tombe à point nommé visant à renforcer les systèmes de surveillance des maladies à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Conformément aux accords signés avec l'UNICEF, l'OMS et la Banque mondiale à travers le projet UGPDCS, les activités de surveillance seront étalées pendant une période de 6 mois et celle de la prévention pendant 12 mois avec un financement de 6 millions de dollars américains. Le docteur Baudouin Makouma signale que ce projet Récidive 4 octroie à la province de l'Équateur un laboratoire provincial de santé de type PD comparable à un mini INRB qui sera en collaboration avec d'autres laboratoires des provinces. Toutes les zones de santé de la province de l'Équateur sont concernées, mais aussi certaines zones des provinces voisines, de Maïndombe, Gachoua, Soudoubang et Amongala, pour leur proximité avec l'Équateur. Je mets en garde quiconque qui se permettrait de mal gérer ce financement sur les intrants, et celui qui s'hasardera s'attirera la rigueur de la loi. Ce projet de réponse multisectorielle en post-Ebola est un appui pour la bonne résilience contre l'épidémie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Les services d'intelligence travaillent pour préparer le séjour du pape en République démocratique du Congo. Différents compartiments se sont réunis à l'école de guerre. La télévision nationale mettra toute son expertise en jeu pour une meilleure couverture médiatique de cet événement. Diane Balaka. Séjour de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo, annoncé pour le mois de juillet prochain 2022, a fait l'objet d'une table ronde de sécurité intérieure organisée le 14 juillet dernier à l'école supérieure des guerres. Plusieurs intervenants émanant des différentes structures ont chacun en ce qui les concerne exposé les missions et attributions de chacune des structures pour la réussite du séjour papal en RDC. Intervenant du haut de la tribune au nom du directeur général par intérim de la RTNCB, l'idée Bunga, son assistant, le directeur Ramazan Koulimouchi, Jean-Paul, a scindé son intervention en 3 parties. D'abord, en survolant les missions résolues à la RTNC, ensuite ses attributions et interactions sociales, et enfin la protection médiatique de sa sainteté, le pape François en RDC, tout en plaidant en rapport avec les difficultés techniques dues à l'état des équipements. Cependant, nonobstant sa bonne volonté de bien servir, la RTNC fait face à des sérieuses difficultés techniques dues à la vétusté de ces équipements. Cela n'empêche pas tout de même que nous puissions parler des missions qui sont révolues à la RTNC, comme les missions traditionnelles d'informer, d'éduquer, de divertir. Aujourd'hui, la mission principale est celle de la couverture audiovisuelle, donc de la grande visibilité de l'événement
du séjour papal dans notre pays. La RTNC s'engage à assurer la bonne couverture médiatique du séjour du pape dans la capitale Kinshasa et dans la ville de Goma dans l'est de la RDC avec ses 3 grandes chaînes de télévision, la RTNC 1, la RTNC 2 développement et la RTNC 3 institution, tout en les régulant dans ses stations provinciales et sous-stations disséminées à l'intérieur du Congo profond. Ajoutez à cela le portail rtnc.cd pour la couverture et la diffusion en ligne. Politique, Augustin Kabouya prêche par l'exemple. Le secrétaire général de l'UDPS s'est rendu hier à sa cellule telle que l'exigent les statuts du parti présidentiel. Désormais, il en sera ainsi. Alain Bikaï. Plus rien ne sera comme avant au parti d'Etienne Tshisekedi Moulumba. Le secrétaire général de l'UDPS était avec le président cellulaire de cette formation politique pour leur donner les orientations et les instructions pour la gestion efficiente de ces partis à la base. Tout membre de l'UDPS sans distinction doit être identifié dans sa cellule et la nouvelle carte du parti sera octroyée comme membre enregistré à la base. La base, c'est la cellule. Ce n'est pas au niveau des amis d'Augustin Kabouya ou les amis de Félix Tshisekedi, non. L'adhésion s'est faite au niveau de la base. Ezala totambola kano butumoi. Ezala ngai moko na kokende kozwa carte na ngai membre na cellule de résidence na ngai. C'était aussi l'occasion pour le numéro 1 de l'UDPS de mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances de 2023. Les gestionnaires de ce parti à la base ont été également sensibilisés sur la loyauté au chef de l'État, la tolérance et l'unité au sein du parti. Pour couper court à la campagne d'intoxication menée par certains membres de l'UDPS contre les chefs de l'État, une équipe est mise en place pour identifier tous les membres exerçant un travail pour les comptes de ce parti au sein des institutions de la République, a annoncé le secrétaire général de l'UDPS. 2 compatriotes récompensés pour leur combat contre la corruption. Il s'agit de Luzolo Bambi, ex-conseiller spécial en charge de la lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux de l'ancien président de la République, et de Saint-Augustin Mwendambali de l'Observatoire de surveillance de la corruption. Ils ont reçu des médailles d'or de mérite civique décernées par la chancellerie Bobo Samba. Des médailles d'or de mérite civique décernées au professeur Luzolo Bambilesa et Mwendambali Saint-Augustin viennent récompenser des années de loyaux services rendus à la nation dans le domaine de la lutte contre la corruption. De temps fort de cette cérémonie, l'on retiendra le parole du chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matouté Zoulois. En vertu de pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons ce jour la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Il a ensuite décerné au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, le médaille d'or de mérite civique aux heureux récipiendaires. Chacun d'eux n'a pas hésité un instant de dire merci à la nation et au président de la République. Remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir autorisé expressément la chancellerie à nous octroyer cette médaille. Il est rare de jeter un coup d'œil rarissime à l'endroit des gens qui sont chargés d'une délicate et complexe mission d'arracher un morceau de steak se trouvant dans la gueule d'un loup. Telle a été notre tâche. S'en est suivi la reconnaissance du président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Mwamba Mouchikonke a invité les lauréats à continuer d'être au service de la République. À la chancellerie, il a été exhorté de mettre en orbite les valeurs citoyennes du pays. La cérémonie du jour est la conséquence d'une série d'enquêtes et sondages initiés par la Commission nationale des droits de l'homme sur les 2 personnalités. La SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus sur la ligne 132 kV Zongo-Badiadingi, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mardi, demain 19 avril 2022,
de 8h30 à 18h dans certains quartiers des communes ci-après, Mongafula, Ngaliema et Selembao. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Justement, la SNEL veut protéger ses équipements au Congo central. Un nouveau dispositif anti-incendie vient d'être installé à Inga. Reportage de Yvette Makuntima. Si l'on s'en tient seulement aux équipements ultramodernes et à la taille de cette infrastructure nouvellement construite, les postes de dispersion d'Inga offrent plusieurs avantages et une option de plus pour le contrôle et commande pendant l'exploitation de l'énergie électrique produite par Inga 1 et 2. Ajoutez à cela un poste en plein air, des outils qui nécessitent une protection optimale. Hormis l'extincteur, l'acquisition d'un nouveau dispositif anti-incendie à jet d'eau constitue un atout. Ce dernier est composé d'une pompe centrifuge de 20 chevaux connectée à 3 tuyaux de 3 pouces munis d'une crépine du genre tamis pour empêcher la saleté d'accéder, car l'aspiration s'est faite dans le fleuve à près de 50 mètres de profondeur. Une salle de commande et un bassin de mise en charge de 10 mètres cubes érigés dans l'enceinte du PDI avec une distance de 680 mètres. Ces dispositifs comptent plus de 20 bootings. Ces travaux étant déjà vers la fin, nous sommes venus pour tester l'efficacité du dispositif installé par la société Mefribosset. Acquis sur fonds propres de la Direction générale de la SNEL SA, ces dispositifs anti-incendie est l'un des meilleurs. Nous avons non seulement réhabilité nos installations, nous ne l'avons pas aussi seulement modernisé, mais nous avons pris toutes les dispositions de manière à ce qu'on ne connaisse pas les situations qu'on a connues par le passé. Toutes ces réalisations concourent à l'amélioration de la desserte qui évolue graduellement, tenant compte de la demande toujours croissante. Merci Cédric Keninambo. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Vous nous avez pris en cours, je rappelle, ce délai de 15 jours accordé aux resellers pour restituer les biens achetés auprès des Kuluna à Matadi. Ces Kuluna qui ont été transférés il y a quelques jours à Kanyamaka CC. L'appel est du maire de la ville portuaire qui a sensibilisé la population sur cette mesure légale. Et puis, Chilengelou,